La hiérarchie militaire nigérienne contestait déjà silencieusement certaines décisions du président Bazoum en connivence avec la France. Il s'agit notamment du fait pour Bazoum de négocier avec les terroristes. Dans une interview, le président Bazoum avait, après avoir tourné d'abord autour du sujet, admis avoir entrepris des démarches pour dialoguer avec les terroristes. On a appris la libération de 9 prisonniers considérés comme des chefs terroristes. Vous les avez reçus, ces chefs terroristes, au palais présidentiel. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous en avez reçu donc, Non, jamais. Ah, vous n'avez pas reçu. Ce sont des informations voilà, filtrées qui ne sont pas vérifiées. C'est pas vrai. D'accord. Libérer des terroristes, des présumés terroristes, mais ce n'étaient pas des chefs non plus. Ils étaient arrêtés parce qu'elles sont suspectées de jouer un certain rôle nuisible, et ces personnes, j'en ai reçu 2 ici au palais de la présidence, j'ai parlé avec eux. Mais ce ne sont pas des négociations, c'est-à-dire que comme vous restez dans la ligne de votre prédécesseur, le président Issoufou, on ne négocie pas avec les groupes armés? Non, si, et chez nous, il s'agit de négociations cette fois-ci. Ah. Oui. Bazoum procédait également à des libérations de détenus parmi les terroristes, ce qui n'était pas du goût de la hiérarchie militaire. Comment accepter que des hommes armés qui pillent, terrorisent et tuent des pauvres citoyens et que l'armée a beaucoup de mal à interpeller, en perdant souvent plusieurs de leurs hommes, soient purement et simplement libérés par la suite? Le pire, c'est qu'après certaines de ces remises en liberté, ils reprennent les mêmes atrocités encore de plus belle. Il y a également le fait que le pouvoir de Bazoum est accusé de verser des rançons aux groupes armés, servant parfois d'intermédiaire dans la libération d'otages, notamment français. En 2014 déjà, une enquête du quotidien américain New York Times faisait savoir que la France a payé avec les autorités nigériennes comme intermédiaire près de 58 millions de dollars à des groupes armés tels que Al-Qaïda entre 2008 et 2014. Pour les seuls cas de Thierry Doll, Daniel Lariche, Pierre Legrand et Marc Ferret, le New York Times avait avancé la somme de 40 millions de dollars. En mars 2023, le Niger, par ses autorités, notamment le président Mohamed Bazoum, avait servi d'intermédiaire pour la libération du journaliste français Olivier Dubois et l'humanitaire américain Jeffrey Wood. Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes, affirmait d'ailleurs dans les colonnes du média Le Point qu'il n'était de secret pour personne que le Niger a ouvert des canaux de discussion avec différents groupes djihadistes dans la région, dont Al-Qaïda et l'État islamique. Ce qui dérange surtout, ce sont également ces millions d'euros qui seraient versés aux groupes armés, leur permettant d'acheter des armes, des moyens roulants et de communication. Le Mali avait accusé la France d'avoir payé une rançon de plusieurs millions d'euros aux terroristes pour la libération des 2 otages cités plus tôt. La dernière raison, c'est l'armement. Le besoin pour les pays ouest-africains de se procurer un matériel de guerre est crucial dans leur combat contre le terrorisme. Mais le sujet de cet approvisionnement en armement reste tabou. Nous avons déjà entendu le Premier ministre malien, Choguel Maïga, dire ouvertement que la France d'Emmanuel Macron bloquerait les approvisionnements en armes du Mali. On achète un avion de transport des troupes aux États-Unis. On fait 1 an, nous ne pouvons pas rentrer en position de l'avion. On tue nos troupes dans un camp militaire. On ne peut pas apporter du soutien parce que c'est la communauté internationale qui doit donner l'avion de transport. Il ne peut pas l'avoir. Donc, on ne peut pas acheter des hélicoptères, on ne peut pas acheter des avions de combat, des avions de transport simples. Nous achetons avec les Américains. Les Français font du lobbying pour bloquer. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, si on a décidé de prendre notre destin en main, nous travaillons avec celui contre lequel personne ne peut faire de pression. Aujourd'hui, nous avons équipé notre armée en une année, plus que les 30 dernières années réunies. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a lui aussi également évoqué récemment le sujet dans un entretien télévisé. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas trouver 200 Kalachnikov en réserve. Pour l'ensemble du territoire burkinabé? Bien sûr. 200 Kalachnikov? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. Okay. On a envoyé des missions aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. Mais on ne pouvait pas communiquer. Nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc, la question reste préoccupante quand on sait combien les États ouest-africains ont besoin de s'armer
pour affronter les terroristes, que Bazoum déclare d'ailleurs être plus armé que toute l'armée régulière du Niger. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Pourquoi des pays européens, de surcroît la France, bloqueraient-ils des commandes d'armes des pays tels que le Niger, le Burkina Faso, le Mali ou encore le Bénin? Face à cette question sur la situation dont l'on ne sait réellement qui fait quoi, le président béninois Patrice Talon, avec ses pairs, avait pris part à l'initiative d'Accra, une rencontre de chefs d'État à Accra pour une réponse urgente et énergique contre l'avancée des djihadistes. Et pour ce faire, les chefs d'État ont jugé pertinent de déclencher une opération d'envergure contre les terroristes avec des ressources propres sans attendre une aide extérieure. Les principaux défis étaient le partage de renseignements, la formation des personnels, la mise sur pied d'opérations militaires conjointes transfrontalières, mais surtout l'armement. Ces pays ont donc adressé des correspondances à l'Union européenne, passant par la France, pour recevoir une approbation, si on peut l'appeler ainsi, ou une attention particulière sur leurs besoins d'armement, pourtant sur fonds propres, et tout ceci sans réponse. Et le président Patrice Talon, fort de sa posture de relation décomplexée, a publiquement interrogé Macron lors de son passage à Cotonou sur le sujet. Avec vous et vos équipes, que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme, parce qu'aujourd'hui c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises. Nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous avons les moyens financiers d'acquérir cet équipement-là. Nous savons que vous avez les moyens de nous les fournir. On l'a exprimé et vous avez pris l'engagement de faire ce qu'il faut pour que nous ayons ces équipements-là. La France a-t-elle plutôt intérêt que les armées africaines soient moins capables en arsenal militaire? Nous avons tous vu l'arsenal militaire que la Russie a livré au Mali en seulement 6 mois. Ce dont nous avons besoin, c'est les moyens. Toutes ces raisons ont monté la hiérarchie militaire nigérienne contre le président Bazoum, que la France n'a pas intérêt à voir quitter le pouvoir. La pression s'intensifie alors sur ses pairs réunis au sein de la CEDEAO, mais surtout sur ses voisins, afin d'obliger les nouvelles autorités à renoncer au pouvoir. Parmi les pays limitrophes du Niger, le Bénin s'est retrouvé propulsé malgré lui au devant de la scène pour non seulement, dans un premier temps, comme porte-voix, mais ensuite comme moyen de pression. Pourra-t-on envisager de sitôt un retour à la normale des relations entre les deux voisins?